Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous nous entendez bien. On a nos intervenants qui sont arrivés. Je veux bien que vous nous signaliez dans la conversation que vous nous entendez bien pour qu'on puisse du coup lancer la session de webconférence. Ok, super. Donc, merci à Arnaud, Lydie et à l'UFOLEB 2570. Donc, du coup, n'hésitez pas à nous dire si à un moment donné vous nous entendez plus ou si le son vous paraît loin, de façon à ce qu'on régule en cours de route. Donc, du coup, bienvenue à tous pour cette webconférence qui s'intitule Les fondamentaux de l'assurance. Donc, on a deux intervenants qui sont là avec nous. Et qui n'ont pas souhaité montrer leur visage à l'écran, donc c'est normal que vous ne les voyez pas, mais on va tâcher de faire une présentation bien dynamique, de façon à ce que vous puissiez suivre sans souci avec le PowerPoint qui est déjà donc affiché sur la gauche. Donc du coup on a Sandra Goncalves et Xavier Loreille qui sont avec nous. Et à qui je vais tout de suite passer la parole pour une première partie de webconférence, un peu sur le modèle de la présentation. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez au fur et à mesure poser vos questions sur la conversation. C'est possible que les intervenants interagissent de suite en répondant à vos questions. Sinon, ils se réserveront un temps sur la fin pour y répondre. Bonjour à tous, ici Xavier Loreille. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le responsable technique à la PAC. Je supervise les services sinistres et souscriptions et Sandra Goncalves est responsable du service souscription. Je vous propose aujourd'hui d'évoquer de manière relativement simple et avec pas mal d'exemples, en tout cas je vais faire le maximum, le domaine assurance. On va être au début sur les explications très générales et globales donc sur qu'est-ce que l'assurance, et ensuite en fonction de vos questions on pourra aller de manière plus précise sur les besoins d'assurance des associations UFOLEP et de leurs membres. Alors comme vous le voyez ou vous l'avez vu, donc on va débuter par une petite présentation globale des contrats d'assurance et des garanties d'assurance. Le point principal, évidemment, c'est de garder en mémoire que les assurances ont toujours un objectif de protection de la personne qui a souscrit le contrat d'assurance parce qu'elle veut se protéger, ou protection de tiers qui pourraient être victimes de préjudices causés par l'assuré. Donc, c'est un élément important parce que, évidemment, l'assurance peut avoir de temps en temps une image négative ou d'un caractère administratif poussé, mais il est important de garder en mémoire que l'objectif, c'est protéger les personnes et que sans assurance, on peut arriver dans des situations vraiment préjudiciables et catastrophiques. Donc, les distinctions majeures en matière d'assurance, eh bien, c'est la distinction assurance de responsabilité civile, assurance de biens et assurance de personnes. Eh bien, l'assurance de responsabilité civile, on va commencer par elle parce que c'est à mon sens l'assurance la plus importante et c'est elle qui justifie la plupart du temps une obligation de souscription. L'assurance de responsabilité civile a pour objectif de garantir les dommages que l'assuré peut causer à des tiers. Et l'assureur va donc indemniser le préjudice subi par la victime, qu'il s'agisse de préjudice corporel, de préjudice matériel ou de préjudice immatériel. Le principe, il est clair, c'est que la question qui va être examinée, c'est l'assuré est-il civilement responsable d'un dommage causé au tiers? La réponse doit être apportée positivement ou négativement. Si la personne n'est civilement pas responsable, eh bien, il n'y a pas d'indemnisation due à la victime. Mais si la personne est civilement responsable, elle doit indemniser la victime de son préjudice. Et c'est à ce moment-là que l'assureur va intervenir pour prendre en charge cette indemnisation. Ce qui veut bien dire que défaut d'assurance ne veut pas dire absence de responsabilité civile. On peut être dans une situation où une personne n'a pas souscrit de garantie d'assurance, va être civilement responsable et devra indemniser le tiers alors même qu'elle n'a pas d'assureur
pour se substituer à elle. Par opposition, l'assurance de biens, c'est l'assuré qui va garantir directement son patrimoine en assurant les biens qui lui appartiennent et se prémunir contre des événements accidentels qui vont détruire, par exemple, le bien. L'exemple le plus précis et concret entre cette distinction entre responsabilité civile et assurance de biens, c'est l'assurance automobile. Vous avez d'un côté le volet assurance de responsabilité civile que l'on appelle très souvent assurance routière, qui est une assurance obligatoire, c'est-à-dire que tout propriétaire d'un véhicule doit garantir sa responsabilité civile du fait de la possession ou la conduite de ce véhicule. C'est-à-dire, si je cause un accident et que je renverse un piéton, c'est l'assurance de mon véhicule qui devrait intervenir pour indemniser ce piéton. En revanche, je suis libre totalement de décider ou pas de souscrire une assurance pour garantir le vol, l'incendie ou les dommages causés à mon véhicule. Voilà. Donc là, vous avez bien cette distinction claire et précise entre responsabilité civile et dommages aux biens. Et c'est ce même principe qui prévaut toute la vie quotidienne des particuliers ou des personnes morales ou des associations. Lorsqu'on est face à une association culturelle ou sportive, le débat est bien assurer votre responsabilité civile parce que c'est soit une obligation telle que c'est déjà prescrit par le Code du sport pour les associations sportives, soit une nécessité absolue parce que les enjeux, et on le verra tout à l'heure, sont tels qu'on ne peut pas se permettre de ne pas assurer sa responsabilité civile. En revanche, l'association, la personne physique, est libre d'assurer son ordinateur contre le vol ou contre les dommages, est libre d'assurer ses biens matériels. Donc ça, c'est un point, c'est le point majeur à garder en mémoire. L'autre distinction, c'est les assurances de personnes. Attendez, j'ai du mal. Voilà. Les assurances de personnes, elles ont pour objet donc le versement de prestations en cas d'événements qui vont affecter la personne même de l'assuré. Donc c'est l'assurance sur la vie, c'est l'assurance des dommages corporels, tels que l'individuel accident ou des complémentaires santé. Ces garanties sont la plupart du temps forfaitaires, c'est-à-dire que le montant des prestations est contractuellement défini lors de la souscription de la garantie. Donc c'est le cas de la garantie individuelle accident de la MAC qui est accordée au licencié UFOLEP. C'est une garantie qui est contractuellement prévue et quand vous prenez la notice contractuelle multirisque adhérent association ou le document spécial individuel accident, vous avez un tableau qui récapitule les montants des garanties, un capital d'essai avec un montant prévu et des modalités de calcul du capital invalidité d'essai. Voilà. Voilà donc en quelques mots les distinctions majeures sur les grands principes de l'assurance. Autre point également important qui va avoir son importance avec les associations, c'est les modalités de distribution des garanties d'assurance. Ces modalités sont les mêmes qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique et plusieurs principes doivent être respectés et on peut le résumer ainsi. Il y a un principe déjà de compétence professionnelle clairement validé et contrôlé de l'interlocuteur qui propose de distribuer les garanties d'assurance. Évidemment, quand j'évoque ce principe, cela fait tout de suite écho avec la délégation APAC présente dans tous les départements et la nécessité à ce jour pour que les fédérations départementales soient immatriculées auprès de l'ORIAS. C'est-à-dire que pour que les garanties d'assurance intégrées dans les cartes, ligues ou les licences UFOLEP puissent être proposées aux associations et à leurs membres, il faut qu'il y ait un interlocuteur assurance clairement identifié au sein de la fédération départementale et cette réglementation, cette obligation est donc sanctionnée par une inscription à l'ORIAS qui est un registre national sur lequel va être répertoriés tous les interlocuteurs pouvant distribuer de l'assurance. Donc chaque fédération départementale de la Ligue de l'enseignement va être immatriculée à l'ORIAS avec l'identification précise de l'interlocuteur assurance qui est en capacité d'évoquer ces questions d'assurance. Cela suppose donc je l'ai dit, des compétences professionnelles. Donc il y a une formation IARD qui est mise en œuvre par la PAC pour que les personnes qui ne bénéficient pas de cette compétence puissent ensuite en disposer et être immatriculées auprès de l'ORIAS.
Ça, c'est le point compétences professionnelles. Deuxième point important dans le cadre de la distribution d'assurance, c'est la déclaration par le futur assuré des éléments d'information qui permettent à l'assureur d'évaluer le risque et proposer des garanties adaptées. Donc ça, j'allais dire que ce soit le particulier, la personne morale, la société commerciale ou l'association, eh bien, il va y avoir auprès de tous les assureurs un formalisme précis, un document de souscription détaillé, un questionnaire à remplir pour indiquer quelles sont les activités, quels sont les risques, pour que, évidemment, l'assureur puisse proposer des garanties adaptées. Pour ce qui est des associations, nous avons la fiche diagnostic qui va répertorier justement les risques à déclarer, les activités, la typologie des participants, sont-ils licenciés UFOLEP, ne sont-ils pas licenciés UFOLEP. Ce préalable est indispensable parce que, évidemment, l'assureur n'est pas en capacité de proposer une garantie adaptée s'il n'a pas posé les bonnes questions en amont. Autre point important, ce sont les informations précontractuelles, les conseils et la proposition d'un produit adapté qui doit être faite par l'assureur. Ça, c'est un formalisme important avec la remise des notices contractuelles et tout un conseil qui doit être apporté en amont et pendant la souscription. Là aussi, c'est le rôle du délégué APAC. Les services à Paris de l'APAC, services souscription, quelquefois sinistres, peuvent également être amenés à intervenir pour assister le délégué APAC dans ce rôle de conseil. Je donne un exemple très concret, la fiche diagnostic par laquelle l'association va évoquer ses activités. Nous proposons une garantie qui va couvrir les risques de responsabilité civile, l'individuel accident des participants. En revanche, le contrat proposé au premier chef, qu'on appelle convention d'assurance personnalisée, ne va pas garantir le matériel qui appartient à l'association. Donc, même si nous le rappelons sur la proposition que nous faisons de contrat, il est important que le délégué APAC rappelle ou fasse une petite piqûre de rappel auprès de l'association en disant, bon ben là, on est sur vos risques majeurs de responsabilité civile. Maintenant, n'oubliez pas que votre matériel n'est pas garanti et n'oubliez pas que vous devez souscrire un contrat si vous voulez garantir ce matériel. Le rôle de conseil de la délégation APAC est important parce que il va aider l'association lors de la souscription de ces garanties et lui mettre un petit piqûre de rappel sur des points majeurs tels que celui-ci, le matériel n'est pas garanti, ou attention, si vous organisez une manifestation publique motorisée, vous avez bien noté que c'est un contrat spécifique qui doit être souscrit, que ce n'est pas avec la garantie de base. Donc voilà, tout ça, ce sont des points importants. Et le dernier point, c'est l'obligation pour l'assuré de déclarer tout au long de la vie de son contrat, et pas uniquement lors de la réaffiliation ou de la réadhésion, les éléments qui vont modifier les éléments qui avaient été déclarés dans la fiche diagnostic ou les éléments de souscription. Donc ça veut dire que dès que ces éléments surviennent, l'association doit en aviser le délégué départemental et la PAC nationale, ou lorsqu'on est sur un particulier, son assureur, de la même manière, pour être caricatural, que quelqu'un qui change son véhicule va évidemment avertir son assureur en disant « je ne suis plus propriétaire de ce véhicule, mais de tel autre ». Alors après, pour ceux qui connaissent et qui gèrent les garanties d'assurance APAC, on peut rentrer plus dans le détail, mais je ne suis pas certain qu'aujourd'hui ce soit opportun. Lorsqu'on est sur des associations où tout le monde est licencié UFOLEP avec assurance APAC, eh bien, si on était avec 45 licences UFOLEP et 45 participants qui sont ces seuls licenciés, si on passe à 52, on reste toujours sur ce schéma, tout le monde est licencié UFOLEP avec assurance APAC, donc ça ne va pas changer, il n'y a pas de nécessité de déclaration. Mais là, c'est vraiment lorsqu'on commence à vraiment manipuler les assurances qu'on peut peut-être avoir une idée de ce que je suis en train de dire. Alors, donc, j'ai commencé à évoquer, ou carrément j'ai beaucoup évoqué tous ces impératifs, donc la présence impérative au sein de chaque fédération départementale d'un interlocuteur APAC, régularisation donc par le représentant de l'association de la fiche diagnostic, proposition par la PAC d'un contrat répondant aux différents cas de figure de fonctionnement. Là aussi, pour ceux qui maîtrisent les assurances APAC et les schémas d'affiliation et d'adhésion, nous avons une réponse
à tous les cas de figure de fonctionnement d'une association sportive. Tous licenciés UFOLEP avec assurance APAC, c'est le principe traditionnel, mais on a aussi des réponses avec des associations qui fonctionnent avec des licenciés UFOLEP et des non-licenciés, ou des licenciés UFOLEP avec des licenciés haute fédération. Donc à chaque problématique ou à chaque schéma de fonctionnement, il y a une réponse qui est proposée en concertation avec les différents services au sein de la fédération. Je vois qu'il y a une question sur un petit rappel sur la fiche diagnostic, et bien on le fera tout à l'heure, donc à l'issue de cette présentation. Nécessité pour l'association donc de déclarer les éléments de modification, c'est ce que j'ai déjà évoqué. Voilà. On va continuer ensuite. Oui, alors un point précis sur les obligations d'assurance de responsabilité civile et autres pour les associations sportives. Quand j'ai dit tout à l'heure que la responsabilité civile, quand ce n'était pas obligatoire, c'était nécessaire, eh bien pour les associations sportives, on est dans le cadre d'une obligation claire et précise. L'article L321.1 du Code du sport précise que l'association doit souscrire des garanties pour couvrir sa propre responsabilité civile en tant qu'organisateur des activités, la responsabilité civile de ses salariés, des bénévoles et de la totalité des participants aux activités, que ces participants soient adhérents ou non de l'association, qu'ils soient licenciés ou non, ou qu'ils soient participants occasionnels ou non. C'est une obligation légale qui est sanctionnée pénalement si elle n'est pas respectée. Donc ça veut dire que s'il y a un défaut de souscription, qu'il y a un accident qui survient, eh bien le responsable associatif, le président, en tout cas la personne en charge des assurances, peut subir une sanction pénale. Le code du sport prévoit jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et une amende de 7 500 €. Ça paraît très lourd, mais c'est vrai que c'est une obligation qui est majeure, qui est mise en œuvre depuis quand même beaucoup d'années désormais. Il y a encore des responsables associatifs qui ne sont pas tout à fait conscients de l'obligation qui pèse sur leur association. Alors, les conséquences, je dis évidemment, cette garantie doit être souscrite par l'association elle-même. Et on a encore aujourd'hui des pratiques qui consistent à solliciter auprès des participants occasionnels la production d'une attestation d'assurance de la part des participants en disant voilà, je sous-signé, atteste avoir souscrit une garantie de responsabilité civile personnelle. Ce type de pratique est totalement contraire aux dispositions du Code du sport, puisque le responsable associatif, l'association doit souscrire pour tout le monde et ne va pas aller demander aux uns et aux autres de venir avec une garantie de responsabilité civile. Autre point important, on a encore dans des documents d'inscription à des manifestations temporaires ou occasionnelles des clauses de renonciation à recours où le participant déclare qu'il renonce à engager la responsabilité civile de l'association s'il se blesse. Là, tout de suite, on peut dire que ces clauses sont nulles et sans effet et n'ont aucune valeur juridique. Donc, le participant peut très bien les avoir signées. S'il est blessé, il dispose de la possibilité juridique d'engager la responsabilité civile de l'association. Donc, voilà les points quand même qu'il convient de rappeler aux associations. Nécessité de souscrire les garanties de responsabilité civile pour la totalité des personnes physiques qui vont pratiquer un jour ou l'autre d'une manière ou d'une autre, et pour garantir sa propre responsabilité civile en tant qu'organisateur. Je vais donner tout à l'heure des exemples de dossiers qui vont permettre de concrétiser cette notion de responsabilité civile de l'organisateur ou responsabilité civile du participant. Autre point, donc deuxième obligation pour les associations sportives, l'association sportive est tenue d'informer ses adhérents. Donc là, on n'est plus sur la notion de totalité des participants, qui est évoquée pour la notion de souscription des garanties de responsabilité civile. On est sur les adhérents, donc nécessité d'informer les adhérents de l'intérêt de disposer de garanties individuelles accident. Et si des garanties donc individuelles accident sont proposées au licencié, eh bien le licencié doit disposer de la faculté de refuser ces garanties individuelles accident. C'est évidemment le schéma qui est mis en œuvre dans le cadre de la prise des licences UFOLEP, les garanties individuelles accident de la MAC que j'évoquais qui sont forfaitaires, eh bien ces garanties sont facultatives avec la possibilité pour le licencié de les refuser.
Bon, il faut savoir que le coût de cette garantie individuelle accident est plus que mineur, puisqu'on est sur une cotisation pour cette seule garantie individuelle accident d'1,34 € de mémoire pour cet exercice. Donc vous imaginez bien, personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt de refuser cette garantie pour un remboursement d'1,34 €, alors que ces garanties étant forfaitaires peuvent être cumulées avec d'autres garanties. C'est-à-dire que une personne qui se blesse sérieusement lors d'une activité sportive et qui va être handicapée à vie, qui va souffrir d'une incapacité permanente partielle, on verra des exemples tout à l'heure, eh bien cette personne pourra d'un côté bénéficier des garanties invalidité de la MAC, donc du capital forfaitairement prévu, et à côté bénéficier également du même type de capital de la part de son assureur habitation par exemple. Donc double argument pour dire ok, cette garantie est facultative, mais je ne vois pas trop l'intérêt de la refuser. Alors, quelques exemples de dossiers de responsabilité civile qui ont été déclarés et gérés dans le cadre d'activités UFOLEP. Donc, une jeune licenciée gymnastique se blesse, de vertèbres fracturées, après une chute survenue lors d'un exercice au bar asymétrique. Les parents engagent la responsabilité civile de l'association car ils estiment que les tapis de réception qui étaient installés avaient été justement mal positionnés. Donc le dossier est aujourd'hui dans une phase de gestion pour justement réunir les éléments de preuve sur cette question. L'association a-t-elle été défaillante dans le cadre de cette organisation, et la réclamation de la partie adverse s'élève à 60 000 €. Tout dossier de responsabilité civile suppose la réunion d'éléments clairs et précis, suppose que la victime arrive à apporter les éléments de preuve qui vont démontrer la responsabilité civile de l'association pour qu'on puisse répondre à cette question. Le participant est-il civilement responsable ou l'association est-elle civilement responsable? On a un autre cas de figure, lors d'un gala de GRS, un enfant jouant en marge de la manifestation est blessé, traumatisme crânien, par la chute de la cage de handball présente dans le gymnase. Les préjudices corporels et matériels sont estimés à 3 500 000 €. Là, évidemment, on est sur un débat pointu et précis, parce que s'articulent plusieurs responsabilités, puisque la cage de handball était dans le gymnase appartenant à la commune, qui est civilement responsable de cette cage de handball. Donc là aussi, tous les éléments sont en cours de réunion pour pouvoir répondre de manière claire et précise. Je répondrai tout à l'heure à la question, si la garantie individuelle accident est facultative, peut-on demander aux adhérents d'être obligatoirement assurés de leur côté et réclamer en conséquence une attestation? Je répondrai tout à l'heure, je garde cette idée de côté. Autre dossier, donc corporel grave, tétraplégie, donc personne totalement paralysée, lors d'une séance d'entraînement de motocross. Plusieurs motocyclistes circulaient à faible distance les uns des autres. Un jeune motocycliste chute après avoir heurté la moto d'un autre participant qui était déjà au sol, puisqu'il lui-même avait chuté. La cour d'appel, là je parle d'un dossier qui est définitivement clôturé et qui est réglé. La cour d'appel a reconnu la responsabilité civile du licencié dont la moto était au sol. Donc là, on a bien un exemple des enjeux de responsabilité civile, puisque les dommages corporels et matériels donc de la victime ont été réglés au titre de la garantie responsabilité civile du licencié pour un montant de plus de 9 870 000 €. Vous avez donc le détail, 2 320 200 €, plus une rente viagère de 117 000 € par an pour la victime, et les préjudices de la sécurité sociale et les préjudices des proches. Là, on a donc l'exemple concret de 1. Les enjeux de la responsabilité civile, et 2. L'assurance, c'est destiné à protéger. Parce que cette personne est dans une situation évidemment plus que douloureuse en étant tétraplégique, et cette somme de 9 870 000, bon, on met de côté le préjudice de la CPN, ce sont des sommes qui sont destinées à lui permettre de faire face à ce lourd handicap, d'aménager son domicile, d'avoir des aides pour des tierces personnes. Donc, évidemment, quand on voit les montants,
On est convaincu que même quand ce n'est pas une obligation légale, c'est une nécessité d'assurer sa responsabilité civile. Et deuxièmement, bien on a l'exemple, en effet, oui, c'est une protection parce que ce sont des sommes qui vont bénéficier aux victimes. Alors, un licencié UFOLEP sans assurance APAC est grièvement blessé lors d'une épreuve cyclosport organisée par une association UFOLEP. Lors du sprint final, il percute une voiture garée et se blesse grièvement. Il est tétraplégique. Donc là, on est, pour ceux qui ont des notions très précises par rapport aux garanties APAC, on est sur un contrat ACT, activité cycliste temporaire, souscrit par l'association organisatrice de cette épreuve. C'est un contrat qui va garantir l'ARC de tous les participants et l'ARC de l'association en tant qu'organisatrice. L'assureur du véhicule impliqué, le véhicule garé sur lequel le cycliste a chuté et s'est grièvement blessé, l'assureur du véhicule doit indemniser le cycliste au titre de disposition de la loi Ballinter. En revanche, il engage la responsabilité civile de l'association pour défaut d'organisation. Il estime que l'association aurait dû mettre en œuvre les mesures nécessaires pour que ce véhicule ne soit pas garé à cet endroit-là, premièrement, et deuxièmement, que l'association n'a pas fait de rappel par rapport au respect des voies de circulation, puisque le cycliste était à contresens sur la voie de circulation. Donc voilà, ce sont les différents éléments que l'assureur adverse met en avant pour demander à être remboursé des préjudices qu'il est en train de régler au profit de cette victime tétraplégique. Le dossier est évalué à 6 millions d'euros. Quand je dis donc que dans chaque dossier de responsabilité civile, on va examiner au cas par cas les éléments précis, avec des témoignages, avec des dossiers concernant la réglementation technique, avec différents éléments précis, pour répondre à cette question, est-ce qu'il y a responsabilité civile? Ça veut bien dire que la responsabilité civile, comme je dis quelquefois en rayon, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est blessé qu'il y a responsabilité civile. On verra tout à l'heure avec les garanties individuelles d'accident. Oui, la garantie individuelle d'accident, c'est automatique. Je me blesse dans le cadre d'une activité garantie, je vais bénéficier de la garantie individuelle d'accident. En revanche, je me blesse, ce n'est pas parce que je suis tétraplégique, paraplégique ou j'ai une jambe cassée qu'il y a obligatoirement responsabilité civile de notre participant ou de l'association. Je vous donne un exemple d'un dossier important avec des enjeux majeurs financiers. Un jeune participant à une épreuve VTT est décédé en chutant d'une falaise. Les parents ont engagé la responsabilité civile de l'association pour défaut de balisage. Ils estimaient en effet que la configuration du parcours et le défaut de balisage étaient à l'origine de la chute de leur fils et que si le parcours avait été correctement balisé, leur fils n'aurait pas chuté depuis cette falaise. L'avocat mandaté par la famille a engagé la responsabilité civile de l'association. L'assureur donc a assuré la défense au judiciaire avec représentation par un avocat. Chacune des parties a développé les éléments qui lui paraissaient importants pour soit prouver la responsabilité civile de l'association, soit au contraire rejeter la responsabilité civile de l'association. Eh bien, le tribunal, au terme de tous ces éléments, a estimé que la responsabilité civile de l'association n'était pas engagée, que l'association avait certes une obligation de sécurité, mais de moyens, et que donc cette obligation de sécurité devait être appréhendée avec un aléa évident lorsqu'on était dans une pratique en plein air, avec une exposition au risque qui est plus élevée. Et le tribunal est allé même jusqu'à noter, c'est là où on voit l'importance de relever tous les éléments et la précision de tous les dossiers de responsabilité civile. Le tribunal a même noté que la caméra GoPro donc du participant, la vision des enregistrements montrait que le participant avait chuté 5 fois avant sa dernière chute mortelle, et donc le tribunal s'est interrogé, mais même si le terme s'interroger peut-être pas adéquat, parce que le fait qu'il ait rejeté la responsabilité civile de l'association ne laisse peu de doute, le tribunal a estimé que le participant n'avait pas adapté sa vitesse à son niveau de pratique, c'est-à-dire que chuter 5 fois de suite dans une épreuve VTT
démontre que la personne n'était pas consciente de son niveau, ou alors se laissait emporter par l'esprit compétitif. Mais toujours est-il, donc, c'est au terme de cette procédure que la responsabilité civile de l'association n'a pas été engagée. Donc voilà. Donc on parle souvent des dossiers pour lesquels la responsabilité civile est engagée et pour lesquels l'assureur va régler des montants importants, tels que je l'ai dit, 9, 8, 10 millions d'euros, 11 millions d'euros. Mais il y a aussi des dossiers pour lesquels, après une procédure judiciaire, on est arrivé à démontrer qu'il n'y avait pas de responsabilité civile. Alors, je vais reparler donc de la question si la garantie individuelle d'accident est facultative. Alors, facultative, c'est-à-dire que lorsqu'on la propose à quelqu'un, il est libre de la refuser. Le seul point important, donc peut-on demander aux adhérents d'être obligatoirement assurés de réclamer une attestation? On n'est pas obligé d'aller à ce degré de demande. Le point important, c'est conserver la preuve qu'on a attiré l'attention de la personne sur la nécessité d'avoir une garantie individuelle d'accident. Les documents d'adhésion du licencié au UFOLEP aujourd'hui comportent les mentions qui permettent de dire qu'on a apporté ces précisions puisque les documents, les éléments précis d'information sont là. Voilà. C'est différent lorsqu'on évoque la nécessité de souscrire des garanties de responsabilité civile pour l'association. Pour les associations qui vont refuser la totalité des assurances APAC et donc la garantie de responsabilité civile, là, il y a une nécessité pour l'association de prouver qu'elle a souscrit les garanties de responsabilité civile. Voilà. Ça, c'est le principe. Je peux néanmoins vous dire que là, nous avons un dossier qui est arrivé au judiciaire ou au comité départemental UFOLEP a été assigné. Pourquoi? Parce qu'un licencié appartenant à une association donc qui avait refusé les assurances APAC, donc l'association avait refusé la totalité des assurances, aussi bien RC qu'individuel accident. Donc ce licencié n'avait aucune garantie individuel accident de la MAC. Ce licencié s'est blessé lors d'une activité organisée par une autre association et évidemment il ne bénéficiait d'aucune garantie individuel accident de la MAC. À ce jour, l'avocat de ce licencié a engagé une procédure judiciaire devant le comité départemental, à l'encontre du comité départemental, pour dire que ben voilà, contrairement à la réglementation, alors il fait évidemment une présentation un peu confuse et globale, mon client ne disposait pas de garantie individuelle accident, donc je demande le remboursement de son préjudice au comité départemental. Donc le comité départemental dispose des éléments pour démontrer qu'il a bien apporté tous les éléments d'information et que le bénéfice d'une garantie individuelle accident n'est pas obligatoire dans la licence, mais c'est pour dire que c'est quand même un élément important et que tout le formalisme qui est prévu sur les bordereaux d'adhésion UFOLEP est nécessaire et primordial parce que derrière, il peut y avoir un accident avec des enjeux importants et une méprise de la part d'une victime sur les garanties dont elle bénéficie. Voilà. Est-ce que j'ai été clair par rapport à ce point? Autre point, alors, qui n'est pas 100% assurance, une question peut-être bête, il n'y a jamais de question bête. Si l'association est affiliée à l'UFOLEP, cela entraîne-t-il que tous ses adhérents sont licenciés UFOLEP? Là, j'allais dire, c'est un débat qui ne concerne pas spécifiquement l'assurance. C'est un schéma, c'est une décision dans le cadre de l'affiliation et de l'adhésion des membres. Le schéma traditionnel, c'est qu'en effet, à partir du moment où on est sur une association UFOLEP, la logique voudrait que tous les participants, tous les adhérents soient titulaires d'une licence. Quand ce n'est pas le cas, l'APAC a une réponse assurance pour intégrer tout le monde dans les garanties d'assurance. Mais c'est bien une réponse parce que tout le monde n'est pas licencié UFOLEP. En revanche, la logique, c'est que tout le monde soit licencié UFOLEP. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsque on a parlé de fiche diagnostic, tous les cas de figure sont possibles et imaginables, ou en tout cas la quasi-totalité, et à chaque cas de figure, nous, ce qui nous remonte à l'APAC, c'est voilà comment le processus d'affiliation et d'adhésion s'est déroulé, voilà le nombre de personnes titulaires de licence UFOLEP, voilà le nombre de personnes non titulaires d'une licence UFOLEP, et nous apportons les réponses en face. Selon les départements, il y a des départements en effet qui privilégient le schéma traditionnel, tout le monde doit être licencié UFOLEP, et d'autres départements qui, en fonction des impératifs divers et variés, impératifs qui sont propres à leur département,
qui sont propres à leur comité départemental, qui sont propres à leur logique globale, eh bien, qui acceptent ou pas des dérogations à ces principes. Tout le monde doit être titulaire d'une licence UFOLEP. Alors, quand je parle de la licence UFOLEP, c'est la licence UFOLEP dans sa globalité, quel que soit le risque d'activité, R1, R2, R3, R5, R6. Je mets un petit peu à part le risque R4, puisque pour ceux qui le savent, il n'y a pas de garantie d'assurance accordée avec ces licences. Et on est sur la souscription par l'association d'un contrat spécifique et particulier. Mais quand je parle de licence UFOLEP, c'est en effet tout risque d'activité confondu. Donc, j'apportais uniquement une précision du point de vue UFOLEP sur la question de l'affiliation de l'ensemble des adhérents. Comme on a assez souvent dans nos associations, des associations avec une double affiliation, c'est un schéma qu'on rencontre quand même assez fréquemment. Et du coup, les fédérations affinitaires et multisports n'ont pas l'obligation d'appliquer l'article du Code du sport qui permet aux fédérations d'obliger leurs associations à licencier l'ensemble des adhérents. Donc, c'est bien deux choses différentes, la liberté d'adhérer et l'obligation de s'affilier. Donc voilà, une petite précision simplement ce point de vue-là. Donc, quelques exemples de dossiers individuels accidents. Donc là, on n'est plus du tout sur une garantie de responsabilité civile. On n'aura pas cette logique d'apporter la preuve de ce qu'un licencié ou un autre participant est civilement responsable. On ne doit pas apporter la preuve de ce que l'association a commis une défaillance dans l'organisation de l'activité. On est sur une personne bénéficiaire des garanties individuelles accident de la MAC, par exemple parce qu'elle est licenciée UFOLEP, se blesse lors d'une activité qui est garantie. Et à partir de là, eh bien, la personne va bénéficier de garanties forfaitaires, des garanties qui sont contractuellement définies donc dans le tableau multirisque adhérent association pour faire face à différentes dépenses et différents préjudices causés par cet accident corporel. Donc, on a différents postes de préjudice, on a des remboursements des frais médicaux restés à charge après intervention de la sécurité sociale et des mutuelles complémentaires, c'est-à-dire que tous les frais de soins et chirurgicaux vont être remboursés dans la limite de 7 623 après production des bordereaux de sécurité sociale, puisqu'évidemment nous sommes dans un schéma où il y a des organismes de prise en charge de sécurité sociale. Remboursement des frais de salaire dans la limite de 458 €, c'est le plafond spécifique pour les licenciés UFOLEP. Un capital en cas d'invalidité permanente, alors le calcul se fait par pourcentage du point d'IPP, incapacité permanente partielle. On va vous donner des exemples très concrets dans 3 minutes pour que vous compreniez à peu près les montants et les mécanismes de calcul. L'incapacité permanente partielle, c'est en effet une personne se blesse lors d'une activité corporelle, elle a des soins relativement longs ou pas longs ou relativement rapides selon la gravité des blessures, et lorsque ces soins sont terminés, la personne est soit guérie, c'est-à-dire qu'elle se retrouve à l'état initial dans lequel elle était avant l'accident, donc à partir de là, il n'y a pas d'incapacité permanente partielle, soit elle est ce qu'on appelle consolidée, c'est-à-dire qu'elle gardera des séquelles pour toute sa vie durant, et ces séquelles doivent être évaluées et doivent justifier le règlement de ce capital incapacité permanente partielle. C'est une IPP donc qui est évaluée par un médecin expert. À partir du moment où nous recevons un certificat médical attestant que la personne est consolidée, c'est-à-dire que son état ne pourra plus évoluer de manière positive, eh bien on le fait examiner par un médecin qui va estimer qu'elle souffre d'une incapacité permanente partielle en pourcentage, donc allant de 1 à 100%. Voilà. Et en fonction, c'est un calcul arithmétique qui permet de régler le capital prévu. Et autre exemple de garantie, capital décès, donc capital de 7 623 € pour les ayants droit en cas de décès d'un licencié UFOLEP. S'agissant de garantie forfaitaire, eh bien, il y a possibilité d'augmenter des plafonds, possibilité d'augmenter les plafonds perte de salaire, capital IPP, capital décès. Voilà. C'est la CIP qui est proposée également sur le bordereau d'adhésion UFOLEP.
Ben voilà, donc on va vous donner quelques exemples concrets de sinistres gérés. Un licencié UFOLEP décède d'un malaise cardiaque lors d'une course cyclosport. Règlement du capital de 7 623 € prévu par la licence. Un licencié UFOLEP motocross titulaire d'une CIP chute et se blesse grièvement, tétraplégie. Règlement du capital de 60 980 € prévu au titre de la CIP. Donc là, on a le capital augmenté parce que le titulaire était bénéficiaire d'une garantie CIP, et c'est un capital de 60 980 € qui a été réglé. Licencié cyclotourisme qui chute lors d'une promenade individuelle, promenade de famille, c'est ce qu'on appelle la garantie 24 h sur 24. Il est paraplégique. On est sur un règlement d'un capital de 43 862 €. C'est le capital de base prévu par la licence, donc moins important que le précédent, puisque au-delà de l'éventuelle différence du taux d'IPP, eh bien, le plafond n'était pas augmenté par la CIP. Un autre licencié donc, qui décède d'un arrêt cardiaque, un capital d'essai de 30 490 € prévu par la CIP option 2. On a dit tout à l'heure que le capital d'essai était de 7 623, c'est bien ça. Et bien là, avec la CIP, le capital est augmenté pour avoir un capital de 30 490 €. Autre exemple, alors là, on est bien sur la logique de la gestion d'un dossier individuel accident IPP. Une personne chute et se blesse grièvement puisqu'elle est tétraplégique lors d'une activité motocross. La personne a été vue par un médecin expert qui a estimé qu'à ce jour, elle n'est pas consolidée, c'est-à-dire que peut-être son état peut évoluer de manière positive, mais néanmoins, il est d'ores et déjà acquis que son IPP sera comprise entre 85 et 90%. C'est-à-dire que, quelle que soit la qualité des soins qu'il va recevoir, il ne pourra pas avoir moins de 85% d'IPP. Donc la MAC vient de régler une provision de 47 259 € qui correspond à cette IPP de 85%. Et lorsque la personne sera consolidée, c'est-à-dire que le médecin estimera que voilà, on a mis en œuvre tous les soins possibles et imaginables, mais aujourd'hui, voilà, on sait qu'il aura une IPP de 85 ou 86 ou 87 ou 90%. Et bien ce jour-là, la MAC réglera le delta entre cette provision qui correspondait à 85% d'IPP et l'IPP supérieur éventuel. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai sauté comme question? La classification. La classification. Ah oui, alors la classification des risques des activités, eh bien là, c'est une discussion conjointe UFOLEP-APAC dans la mesure où, évidemment, le niveau de risque est lié principalement à la sinistralité et aux tables des assureurs. Nous avons une délégation, certes, de la part de nos assureurs, mais ils veulent évidemment qu'il y ait une surveillance claire et précise des niveaux d'activité et des risques. Et ce sont les combinaisons de ces différents paramètres, évidemment la sinistralité étant un élément majeur, le respect des règlements techniques qui justifient ces niveaux de classification au risque d'activité. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme autre question? Il y avait une question qui n'était pas liée à l'assurance, c'est pour ça que je me suis permis de répondre écoutez, en même temps. Alors là, ensuite, là, c'est pas très visible, mais c'est la logique donc des bordereaux d'affiliation et d'adhésion dans le cadre de l'affiliation et d'adhésion des sportifs. On a la logique donc de l'information auprès de l'association sur le caractère obligatoire des garanties de responsabilité civile et la nécessité donc de remplir une fiche diagnostic et que le bénéfice de ces garanties d'assurance ne sera validé qu'une fois que cette fiche diagnostic sera analysée par les services de la PAC et lorsque nous aurons enregistré, on va dire, un contrat avec des conditions particulières qui valide le bénéfice de ces garanties d'assurance. Et de l'autre côté, le formalisme pour les personnes physiques, licenciées UFOLEP, sur l'obligation d'information
sur la nécessité de disposer de garanties individuelles accident et la possibilité de bénéficier ou de souscrire une garantie CIP. Voilà. Donc voilà à peu près le tableau global qu'on a souhaité faire aujourd'hui. Donc, si je devais récapituler de manière un petit peu excessive, je dirais que les points majeurs à garder en mémoire, c'est bien opérer la distinction entre responsabilité civile et garantie dommage ou garantie de l'accident. La responsabilité civile, c'est quand même voilà le point majeur des risques auxquels on fait face. Donc, ce sont des garanties avec lesquelles on ne peut pas se permettre de s'amuser. Ce sont des garanties soit obligatoires, soit nécessaires. Et comme je dis, en matière sportive, ce sont des garanties obligatoires. Autre point important, le formalisme obligatoire lié aux distributions des garanties d'assurance. C'est un formalisme que certains estiment un peu lourd, mais c'est un formalisme qui, là aussi, est destiné à protéger à la fois l'assuré, parce qu'il pourra dire, écoutez, si moi, ma garantie n'est pas adaptée, ce n'est pas ma faute, parce que moi, je vous ai bien déclaré qu'il y avait, par exemple, des non-licenciés UFOLEP, et aujourd'hui, on me dit qu'ils ne sont pas garantis. Et c'est également une protection pour l'interlocuteur, le délégué à PAC et la PAC, pour bien être en capacité de proposer des garanties d'assurance adaptées. Voilà. Et ensuite, l'autre point, essayer d'être le plus précis possible par rapport aux exemples que je viens de donner, pour que vous puissiez bien comprendre, quand on vous pose des questions, est-ce qu'on est dans une logique de responsabilité civile ou dommage? On a vu les exemples de responsabilité civile. C'est la responsabilité civile d'une association parce que l'animateur a été défaillant dans l'encadrement, parce qu'il y a eu un défaut d'organisation. Ce peut être la responsabilité civile d'un participant, comme on l'a vu également. Donc voilà, ça, ce sont des logiques de responsabilité civile. Et puis ensuite, on a les dossiers individuels d'accident, qui sont plus nombreux, mais dont les enjeux, évidemment, sont moins importants. La difficulté des dossiers de responsabilité civile, c'est que quand vous avez vu les enjeux, quand un dossier coûte 9 800 000, eh bien évidemment avec un seul dossier par an ou un seul dossier tous les 2 ans, évidemment on a des montants de cotisation qui sont totalement absorbés et qui peuvent générer des déséquilibres. Avec la garantie individuelle accident, ce sont des dossiers plus fréquents, plus récurrents, plus ou moins importants selon la gravité des blessures, mais ce sont des dossiers qui sont gérés de manière totalement forfaitaire et, on va dire, administrative, puisque on octroie les garanties qui ont été prévues et souscrites dès le début. Les garanties de base de la licence ou les garanties augmentées de la CIP, complémentaire individuelle de personne. Alors, y a-t-il moyen de dématérialiser tous les documents à PAC pour les associations licenciées qui représentent énormément de cartons pour le Nord? Normalement, tous les documents APAC sont dématérialisés et sont disponibles sur le site APAC. Donc, peut-être que ce n'est pas forcément un document APAC, c'est peut-être un document d'adhésion, d'affiliation. La fiche diagnostic, elle est disponible sur le site. Les associations peuvent d'ailleurs la remplir sur leur espace. Et l'avantage, c'est qu'elle reste préenregistrée. Donc, qu'est-ce qui est obligé? Alors là, je ne comprends pas la question, je suis désolée. On me demande si sommes-nous obligés de les envoyer. Alors, par rapport à ce que vient de dire Sandra, a priori, il ne semble pas que ce soit les documents APAC, puisque le document APAC, c'est la fiche diagnostique, elle est peut-être dématérialisée. Alors, je pense que le livret bleu APAC, c'est la multirisque adhérent association. Ah. Et elle est dématérialisée, il faut juste la demander en commande et on vous la transmet sans aucun souci. Donc là, le livret bleu, si je crois bien comprendre, c'est en effet ce qu'on appelle la multirisque adhérent association. C'est le contrat de base, le contrat global, qui récapitule les garanties, responsabilité civile, individuel accident, dont bénéficie l'association et les licenciés. Et tous les ans, en effet, il y a une demande qui est transmise par Jennifer pour demander à l'interlocuteur dans le département s'ils veulent des notices, donc papier, ou s'ils veulent fonctionner sur un schéma dématérialisé. Et en fonction de la réponse du département, eh bien, c'est un envoi qui est fait papier ou l'envoi des supports dématérialisés. Donc, je pense qu'il faut que vous voyez au sein de votre département qui répond à cette question et qu'il y ait une concertation au sein de votre département sur, évidemment, le choix que vous souhaitez faire. Donc, tous les départements fonctionnent selon des schémas divers et variés. Il y en a qui ont souhaité conserver le 100% papier.
Il y en a qui fonctionnent sur 50%, d'autres totalement dématérialisés. Là, nous adressons, j'allais dire, ces 25 ou ces 2 cartons ou ces 0 cartons en fonction des réponses qui nous sont faites par le département. Et donc, je répète, c'est Jennifer Rigaud qui, au mois de mars-avril peut-être environ, doit adresser la demande au sein de votre département. Donc, voyez ceci en interne. Si les schémas actuellement adoptés au sein de votre département ne vous conviennent pas, lancez le débat pour voir s'il y a des modifications à mettre en œuvre. Donc voilà, est-ce que Sandra, vous souhaiteriez rajouter quelque chose? Alors on a évoqué tout à l'heure, il y avait une question, j'ai dit que j'en parlerai plus tard, les différentes possibilités par rapport au schéma d'affiliation, c'est ça, fiche diagnostic? La fiche diagnostic. Alors la fiche diagnostic, c'est de manière très synthétique. La fiche diagnostic, c'est lister les activités pour vérifier qu'elles correspondent bien à nos possibilités de garantie. Ça, c'est déjà un premier point. Il y a à la fois des activités qui ne peuvent pas être garanties, c'est ce que j'ai évoqué, les activités R4 qui supposent un formalisme spécifique. Il y a des activités qui répondent à des conditions de sécurité, de respect précis et spécifiques, telles que les activités cyclistes et motorisées. Donc là aussi, il faut un formalisme qui nous a été imposé par l'assureur pour que le président de l'association s'engage à respecter toutes ces règles de sécurité qui sont destinées à limiter l'accidentologie de ces activités. Et puis, il y a évidemment la typologie des participants. Parce que, vous le savez très certainement, le licencié UFOLEP avec assurance APAC, eh bien, il y a une cotisation d'assurance intégrée dans sa licence. Et si tout le monde, si tous les participants sont titulaires d'une licence UFOLEP avec assurance APAC, si la totalité des activités sont mises à l'attention exclusive de ces seuls licenciés UFOLEP avec assurance APAC, eh bien, les garanties d'assurance sont automatiquement accordées à l'association et à ses personnes physiques. Mais lorsqu'on n'est pas dans ce schéma classique d'affiliation, lorsqu'on a, je l'ai dit, des licenciés d'autres fédérations mais qui ne sont pas licenciés UFOLEP, lorsqu'on a des personnes non licenciées UFOLEP pratiquant à l'année, lorsqu'on a des participants occasionnels, lorsqu'on a des séances d'essai, tous ces éléments, tous ces cas de figure, des activités diverses et variées qui peuvent être des activités de formation, qui peuvent être des activités portes ouvertes, eh bien, à chaque cas de figure, il appartient de déterminer s'il est nécessaire d'apporter une correction et donc de valider le principe des garanties avec ou non une cotisation d'assurance complémentaire. Pour revenir au cas de figure, donc tout le monde est licencié UFOLEP avec assurance APAC, eh bien nous enregistrons un contrat, ce qu'on appelle sans cotisation complémentaire, un contrat à zéro qui dit voilà, je vous confirme, vous avez déclaré que vos activités sont mises en œuvre au profit exclusif de vos seuls licenciés UFOLEP titulaires d'une assurance APAC. Donc, je vous confirme que grâce à ce schéma traditionnel, votre association et ses personnes licenciées bénéficient des garanties de ce que vous appelez ce livret bleu, la multirisque adhérent association. Et en revanche, si on n'est pas dans ce cas de figure, parce qu'il y a d'autres modalités de fonctionnement, en fonction des cas de figure, on va proposer une cotisation complémentaire pour garantir la séance d'essai, pour garantir la participation de cette personne porte ouverte, pour garantir la participation de ce participant occasionnel qui va venir pour une activité exceptionnelle. Voilà. Voilà les différents cas de figure. Si je devais être caricatural à l'extrême, et en tout cas en voulant simplifier de manière globale. Est-ce que Sandra, j'ai bien résumé? Non, c'est ça exactement. La logique générale, c'est ça. Voilà. Est-ce que j'ai apporté une réponse? Bon, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? A priori. Alors, ce qu'on dit très souvent, c'est que les services des délégations départementales et les services de la PAC sont toujours disponibles pour toutes les questions. Donc, n'hésitez pas. Très souvent, on se rend compte qu'il y a quelquefois des malentendus qui perdurent parce qu'on n'a pas les bonnes informations, on a un malentendu.
Vous voyez l'exemple des multirisques adhérents associations distribuées en papier. Ça, ce sont des choses. Alors évidemment, la difficulté, c'est que souvent les informations, elles sont plus lentes à communiquer lorsqu'on est sur des évolutions. Donc il faut un certain temps, mais ne pas hésiter à contacter votre délégation APAC ou les services de la PAC lorsque vous avez des questions. Voilà. On essaie d'y répondre dans la mesure du possible. Quelquefois, si elles sont en lien avec l'UFOLEP, on vous renvoie vers l'UFOLEP, mais quand elles sont pleinement dans notre domaine assurance, évidemment, on répond du mieux possible. Alors, je n'ai pas les dates en tête, mais de mémoire, il y a aussi une formation qui est organisée. Si vous voulez approfondir, puisque là, on était sur les fondamentaux de l'assurance, donc comme son nom l'indique, on a vu vraiment que les fondamentaux. Mais évidemment, il y a une formation sur 2 jours qui est prévue. Voilà, une formation qui est mise en œuvre par notre présenter, consultant, Jean-Pierre Nemirovski. Je n'ai plus les dates en mémoire. Pareil, contactez dans ce cas-là, contactez la délégation APAC ou la PAC nationale, en la personne de Jennifer Rigaud, pour demander les dates. L'objectif, c'est de vraiment donc aller plus loin que ce que nous venons de faire en quelques minutes sur les questions que vos associations et vous pouvez avoir sur l'assurance dans le domaine sportif. C'est sûr que vous ne serez pas l'interlocuteur assurance immatriculé ORIAS à l'issue de ces 2 jours, mais vous aurez déjà une bonne vision pour soit répondre ou surtout vous poser les bonnes questions et ensuite contacter les bons interlocuteurs. Voilà. Une autre question sur la fiche diagnostic et la partie matérielle et locaux occasionnels. Alors j'ai simplement remis la main sur la date de la formation, donc j'en profite pour les donner maintenant. C'est le 21 et le 22 novembre, donc une formation qui s'intitule « Les logiques d'assurance spécifiques aux pratiques sportives ». Voilà. D'accord. Je la répéterai à la fin, mais comme ça au moins... Alors, pour ce qui est de la demande sur le matériel et le locaux occasionnels, donc le matériel, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure par rapport à cette obligation de conseil au niveau de la délégation APAC. Le principe, c'est que on met l'accent sur les garanties obligatoires et les plus importantes de responsabilité civile qui vont être accordées aux légalement multirisques adhérents à l'association. Ensuite, il y a une phrase qui attire l'attention de l'association en disant « Nous avons noté que vous avez du matériel. Sachez que si vous voulez l'assurer, il convient de souscrire un contrat spécifique. » Donc ça, cette phrase est bien dans le courrier qui est adressé à l'association par l'intermédiaire de la délégation départementale. Donc ça veut dire que non seulement donc l'association est en capacité d'en prendre connaissance, donc de revenir à la délégation départementale, et qui plus est, je pense qu'il est opportun pour le délégué départemental de bien insister sur cette phrase si elle n'a pas été bien appréhendée, parce que nous, notre produit, le contrat proposé reste un contrat de responsabilité civile et ne va pas garantir le matériel de l'association. Pour ce qui est du local occasionnel, c'est différent, puisque là, on est sur une garantie qui est donc de responsabilité civile et qui est une garantie importante. Et cette garantie RC local occasionnel, elle est intégrée dans la multirisque adhérent association, dans le contrat qui est proposé à l'association. C'est une garantie qui répond à certaines contraintes, c'est-à-dire il faut que ce soit un contrat, que ce soit un bâtiment local occasionnel, donc sans exclusivité d'utilisation, ou alors pour une durée de moins de 3 mois. Voilà. Mais toujours est-il que là, on a, j'allais dire avec cette question, quelque part, bien résumé la logique des garanties APAC. On a d'un côté des garanties RC local occasionnelles qui sont importantes et qui sont automatiquement intégrées et proposées dans la CAP. En revanche, pour le matériel, comme j'ai dit au début, l'association est libre de décider ou pas de l'assurer. Elle peut estimer qu'elle a 4 vieilles chaises et 4 vieilles tables et qu'elle ne veut pas l'assurer, parce que se dit après tout, ce matériel est amorti et que ça vaut pas la peine. Ou au contraire, parce que c'est autre chose que 4 chaises et 4 tables, elle veut l'assurer et là, elle prend cette décision, certes aidée et conseillée par la délégation départementale, mais elle prend la décision de l'assurer. Voilà. On a fait le choix de ne pas obligatoirement proposer ces garanties matérielles parce qu'on était sur cette logique du premier niveau d'assurance obligatoire et nécessaire.
Alors, est-ce que les personnes veulent compléter? Ouais, donc voilà, il y a peut-être une question supplémentaire qui arrive derrière. Ça laisse répondre, ça. Alors, en cas d'organisation d'événements sportifs ou pas, ou mix, qui est déclaré dans la fiche diagnostic, est-ce que tous les participants, même passifs et non adhérents, sont-ils couverts? Alors, ça dépend. Effectivement, sur la fiche diagnostic, il y a deux encadrés, un relatif aux activités temporaires culturelles et un relatif aux activités sportives temporaires. Pour les culturels, il n'y a pas de réelle obligation, si ce n'est une nécessité d'assurer les activités culturelles. Donc, on ne fera pas de proposition. Par contre, pour tout ce qui est activités sportives, comme l'obligation légale est là est contenue dans le code du sport, dès lors qu'il ne va pas s'agir d'activités sportives R5, donc cyclistes, et R6 motorisés, et R4, bien sûr, et dès lors qu'il y a les dates exactes, le jour, le mois, le nombre de participants, l'activité, on fera une proposition dans le devis qu'on adressera à l'association. S'il y a juste dans la fiche diagnostic le fait qu'ils vont organiser une fois une manifestation avec peut-être des personnes non licenciées, on ne fera pas de proposition. Par contre, on attirera l'attention de l'association sur le courrier d'accompagnement qu'il conviendra de prendre une assurance complémentaire pour assurer ces personnes et ces activités. Alors, je voudrais juste compléter, au risque de paraître un petit peu répétitif, justement par rapport à cette question, sont-ils couverts? Donc, que mettons derrière cette question, sont-ils couverts? C'est-à-dire que là, l'exemple, je vais donner deux exemples, donc d'une association théâtrale qui va faire une représentation et qui va recevoir du public, qui est passif et qui va rester donc assis, regarder la pièce de théâtre, et l'association de handball qui va faire une journée porte ouverte où des gens vont venir participer. Dans les deux cas de figure, l'association devra souscrire des garanties d'assurance. Alors, quand on dit ces participants seront-ils couverts, c'est-à-dire que dans le premier cas de figure, certes, les personnes physiques ne vont pas le public qui s'assoit, qui regarde la pièce de théâtre, ne va pas bénéficier du garantie de l'accident. Donc, dans ce sens, elle ne sera pas couverte par une garantie d'assurance. En revanche, la responsabilité civile de l'association à leur égard va être couverte si la personne se blesse et que c'est à cause de l'association. Imaginons qu'un projecteur qui est installé dans la salle tombe et blesse un spectateur, bien sûr que ces dommages seront pris en charge parce que l'association est civilement responsable. En revanche, si la personne, en descendant des gradins, tombe parce qu'elle est en train de regarder son téléphone portable et qu'elle est inattentive, eh bien là, la responsabilité civile de l'association n'est pas engagée et donc elle ne sera pas ce que vous appelez couvert, elle n'aura pas de garantie d'individuel accident. D'accord? Ça, c'est un point important par rapport à la question. Autre point, donc en revanche, lorsqu'on est sur ce qu'on appelle un public actif ou une activité sportive, là, on bascule automatiquement sur l'obligation de souscription des garanties de responsabilité civile, tel qu'on l'a évoqué. Donc, la personne devra bénéficier de garanties de responsabilité civile. Voilà. Je reviens sur le spectateur dans la pièce de théâtre. Eh bien, si ce spectateur donne un coup de coude à un voisin et casse les lunettes de son voisin, eh bien, nous n'assurons pas plus sa responsabilité civile, c'est sa responsabilité civile personnelle qui doit intervenir, que nous rembourserons les lunettes du voisin. Voilà, c'est ça. Alors, cette question vraiment me permet vraiment d'insister, de rebondir sur la question, parce que très souvent, c'est la question qui nous arrive, cette personne est-elle couverte? Et c'est là qu'il faut bien, une fois de plus, revenir sur la distinction responsabilité civile à son égard, ou au contraire, garantir la personne en éduquant l'accident, par exemple. Voilà. Est-ce que c'est clair? Alors, si l'association ne complète pas cette fiche diagnostique, alors là, on est sur le fameux défaut de déclaration que l'on a évoqué, et c'est-à-dire que par rapport au processus qui a été indiqué sur les documents d'affiliation, eh bien, c'est l'association qui est en risque, parce que ces garanties d'assurance n'ont pas été validées, et que si un sinistre survient, qui nous est déclaré, nous allons dire à l'association, écoutez, nous, on ne peut pas vous dire aujourd'hui si vous êtes garanti ou pas, parce qu'il n'y a pas eu de fiche diagnostic et on n'a pas confirmé les bénéfices des garanties. Donc, ce qu'on accepte de faire éventuellement, c'est que l'association régularise une fiche diagnostic a posteriori, et en fonction
de ce qu'il apparaît de l'analyse de cette fiche diagnostique, on va intervenir ou pas. Si la fiche diagnostique confirme que les activités sont mises en œuvre au profit des seuls licenciés UFOLEP, tous titulaires d'une garantie d'assurance APAC, et que ce sinistre concerne bien une de ces personnes, on va dire OK, vous avez été défaillante, mais le principe global d'affiliation avait été acquis et validé et respecté, donc on interviendra. Mais ça, c'est un risque, parce que si la fiche diagnostique démontre qu'il y a des participants occasionnels, qu'il y a des participants qui sont non licenciés UFOLEP, et que là, on était sur un contrat avec cotisation complémentaire, on dira, écoutez, là, vous n'avez pas rempli la fiche diagnostique, la garantie n'est pas accordée, nous ne pouvons pas intervenir. Donc là, c'est l'association qui se met en situation de péril. C'est un risque important. La personne qui avait posé cette question a malheureusement dû D'accord. partir, donc en tout cas, il ne pourra pas vous remercier d'avoir répondu à la question. Bon, on attend de voir pour prendre une dernière question, et puis après, je vous proposerai qu'on clôture cette webconférence là-dessus pour que voilà, la webconférence ne soit pas trop longue. Mais bon, évidemment, si vous avez des questions qui viennent tout de suite et que vous avez encore le temps, on va prendre les dernières questions qui arrivent, puisque vous êtes aussi là pour y répondre. Donc voilà. C'est logique. Donc, on nous dit, nous sommes une association socioculturelle et donc les adhérents sportifs sont déclarés sur la fiche diag de l'UFOLEP et les adhérents aux activités culturelles ont juste une carte ligue. Alors, je suis pas tout à fait certain de comprendre. Toujours est-il que le principal, c'est que de toute façon, la totalité des activités et des participants, des personnes impliquées, soient déclarées dans la fiche diagnostique. Il y a une seule et unique fiche diagnostique par association et cette fiche diagnostique va citer soit les activités culturelles, soit les activités sportives. On va dire, le schéma classique d'une amicale laïque, c'est qu'en effet, qu'il y a une diversité relativement importante d'activités, et il ne va pas y avoir une fiche diagnostique par typologie d'activité, il va simplement y avoir une fiche diagnostique qui récapitule la totalité des activités et des participants, donc je l'ai dit avec un volet sportif et un volet non sportif, et c'est cette seule et unique fiche diagnostique qui va être analysée et qui va confirmer que, par exemple, les participants aux activités culturelles étant titulaires d'une carte ligue sont bien garantis et couverts et que l'association est bien garantie en responsabilité civile à leur égard et qu'il en est de même pour les participants sportifs et les activités sportives. Mais en fait, voilà, à partir de ce moment-là où tout est sur la fiche diagnostique, c'est cette logique préalable de déclaration et donc de validation par l'assureur. En effet, oui, si tous les participants sont déclarés et que c'est ce qui est confirmé dans les conditions particulières qui sont adressées par les services de la PAC, en effet, l'association bénéficie des garanties de responsabilité civile à leur égard et les participants bénéficient des garanties de responsabilité civile. Avec les petits bémols ou les petites adaptations quand on a parlé d'activités avec du public passif. Lorsqu'on est sur une pièce de théâtre, on ne va pas accorder des garanties de responsabilité civile au public parce que, un, c'est inutile, et deux, ça ferait une cotisation importante, alors que ce n'est absolument pas l'intérêt de l'association. Voilà. Donc, avec cette réserve-là, oui, à partir du moment où vous déclarez bien les participants, les personnes qui s'impliquent de manière active aux activités, elles sont bien garanties en responsabilité civile. Bon, écoutez, je pense que là, on a fait un petit tour. Alors, j'espère avoir été le plus clair possible. Donc, n'hésitez pas à communiquer auprès de votre fédération départementale, soit auprès du délégué à PAC, soit auprès des services de la PAC, si vous avez d'autres questions. Merci. Merci. Donc, je remercie Xavier Loreille et Sandra Goncalves d'être venus, d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Évidemment, comme d'habitude, cette webconférence sera disponible au revisionnage. Donc, je l'ai écrit dans la conversation, mais donc je le répète. Elle sera envoyée par le contact
Donc, si vous n'êtes pas destinataire de ce contact, donc la newsletter de l'UFOLEP, n'hésitez pas à vous rapprocher du responsable de votre comité départemental pour obtenir le lien qui vous redirigera vers la vidéo. De la même façon, elle sera de façon permanente disponible au revisionnage sur le site Liguez-vous avec l'ensemble des webconférences qui font partie de ce cycle sur le développement associatif. J'en profite pour rappeler ou informer ceux qui auraient reçu un mail concernant le rassemblement fédéral national de l'UFOLEP qui aura lieu le 8, 9 et 10 novembre, qu'une journée sur les référents et référentes de la vie associative est organisée le vendredi et que il est probable qu'au regard de votre intérêt sur ce cycle de webconférence sur le développement associatif, vous avez été invité à y participer. Donc, je vous invite du coup à vous y inscrire si vous êtes disponible à l'aide du formulaire qui vous a été envoyé dans le mail. Et si jamais vous vous sentiez concerné par cette journée, que vous n'aviez pas reçu le mail, n'hésitez pas à m'en informer et à m'écrire un mail. Je le remettrai à la fin de la conversation. Et je rappelle une fois de plus la formation qui est proposé donc par un consultant Oui. de la PAC. Choisi par la PAC, oui. Voilà, le 21 et 22 novembre, si vous souhaitiez donc aller encore plus en profondeur sur ces questions-là. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous remercier, à souhaiter une bonne journée à nos participants et en espérant vous revoir bientôt au cours d'une nouvelle webconférence sur le rassemblement de novembre. Voilà, bonne journée. Merci, au Au revoir. revoir. Non, le 21 et 22, ce n'est pas une webconférence, c'est une Non, formation ouais, c'est bien une formation. sur présentiel. Et les modalités d'inscription sont disponibles auprès de la PAC nationale à Paris. Bonne journée à tous.